Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le monde inconnu. L'émission qui vous invite à explorer les mystères de la vie et à plonger dans les profondeurs de la conscience. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion et l'évocation, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Professeur Hermaniel Lipote, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Bouve et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Comment vous allez ce soir, patriarche? Alors juste pour savoir, est-ce que vous pouvez nous donner la signification de votre nom, Niek? Qu'est-ce que ça signifie, professeur? Bon, de toute façon... est-ce que vous savez même déjà la signification de savoir. votre nom, professeur? Je dois savoir, c'est un nom composé, du moins, qu'a le dérivé, qui vient de quelque part dans le cadre des relations hommes et femmes, qui est entré dans notre famille par le biais d'une fille qui vient d'une autre région. Bon, et là, on le transforme. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que j'essaie d'expliquer ça un peu dans la chronique. D'accord. Nous allons prendre la première partie de la chronique qui nous parle de l'occulte d'attribution du nom à son enfant. Est-ce que vous aussi connaissez la signification de votre nom? Suivons. L'occulte d'attribution du nom à son enfant. Au cours de cette édition, nous allons nous préoccuper de la mystique qui consiste de donner le nom à un enfant à sa naissance. La question fondamentale étant de décrypter les différentes dimensions que cet acte entraîne, outre une façon de léguer un héritage mystique à cet enfant, impactant en même temps sa responsabilité progressive au cours de son existence. Donner le nom à son enfant est une lourde responsabilité. Car les parents doivent soigneusement considérer les implications de leur choix. Les critères en sont nombreux. En premier, il y a l'identification. Puis l'expression d'un amour parental et la connexion avec une famille donnée, ainsi que l'appartenance de cet enfant à l'histoire de cette famille. De l'identification à la personnalisation de l'enfant, il y a un fait, une naissance. Celle-ci se passe sous forme d'actes classiques liés à l'état civil. On y note un rapport avec un champ vibratoire dont l'origine obéit au mécanisme cosmique qui serait à la base de cette naissance. C'est là où est issue l'essence de vie, qui caractérise l'existence de cet enfant. Avec le dit nom, l'ordre des choses est significatif. Il s'étale aux aspects traduisant d'autres implications, à savoir, son, l'identité et appartenance. C'est le nom qu'on attribue à l'enfant à la naissance qui donne une base ou orientation à la vie de celui-ci. La personnification fait de cet enfant une entité qui se veut unique. C'est ce qui lui confère le caractère de quelqu'un d'indivisible, bien que rattaché à une famille, voire à une communauté, malgré tous les reflets culturels et autres, le concernant sous forme d'héritage. Grâce à votre nom, on vous paye un salaire, on peut vous condamner, vous tuer à la sorcellerie, etc. Il s'agit aussi d'un reflet occulte et héritage culturel où se manifestent les valeurs familiales ou les aspirations des parents sous forme d'expression d'amour et d'espoir. Ce qui fait que le choix du nom pour son enfant est un moyen d'exprimer son amour à son égard, et l'espoir pour son avenir. Ce nom doit représenter les qualités que les parents souhaitent que leur enfant doit posséder ou des aspirations qu'ils ont pour lui. D'une manière subjacente, il y a un côté magique, outre la connexion qui s'établira entre cet enfant et cette famille et son histoire. Il s'agit d'une réponse concernant un lien entre le passé, le présent et l'avenir. En quelque sorte, la captation des vibrations électromagnétiques généalogiques se faisant à l'honneur des ancêtres, va perpétuer les traditions familiales. Il y a des fois qu'un nom soit d'une influence ou tendance religieuse. Il peut être issu des normes sociales, malheureusement, déconnectant cet enfant de son ancestralité.
Un nom qui reflète les valeurs et les croyances de la société dans laquelle l'enfant grandit, au-delà de tout impact psychologique répondant à la perception de soi, l'estime de soi, etc., et sans que cela soit susceptible de renforcer oui ou non la confiance en soi. Résultat, à titre d'exemple, le nom Niyek, d'origine mystique, en mythologie africaine et dans certaines cultures africaines, est un nom associé à un esprit de la forêt ou à une divinité de la nature. Car il est un nom de famille courant dans certains pays africains qui bénéficie d'un atout physique et métaphysique aux connotations mystiques. Si cela peut être subjectif, certaines recherches ont quand même prouvé son côté mystérieux et mystique. Il est donc important de respecter les croyances des autres, car de tradition spirituelle, Niyek est utilisé comme un nom mystique ou un mot de pouvoir invoqué dans les rituels et les cérémonies. Professeur Herman Neglipot, comment faire le choix du nom d'un enfant? Le plus souvent, tout le monde fait un bon choix. Ça veut dire quoi faire un bon choix, Patrice? Du fait que on fait ça par l'amour qu'on porte à l'enfant, c'est-à-dire au bébé. Lorsque le bébé naît, si on l'appelle Poupina ou Poupée, ou on l'appelle Dada, ou on appelle... Tous ces petits mots-là ont une signification au cœur même, c'est-à-dire à l'intérieur même des parents, particulièrement de la maman. Alors cette façon de nommer l'enfant traduit l'amour que le bébé là donne, la joie que le bébé là donne à sa mère. C'est cette joie là que nous pouvons appeler, nous pouvons dire que la mère a l'amour à son enfant. Bon, maintenant, là c'est une manière classique, pour ne pas dire banale, mais pas banale en fait. Pourquoi? Parce que là où on parle d'amour, c'est qu'on veut bien faire. Mais ce n'est pas parce qu'on veut bien faire qu'on fait bien, absolument. Parce que on peut avoir un petit mot, un petit nom qu'on donne à l'enfant qui n'est pas de nature à apporter de bonnes vibrations à cet enfant, mais que c'est quelque chose qui plaît à ses parents. De donner un genre de nom. On peut avoir un roman photo qu'on lit régulièrement. À une époque, il y avait des romans photos. Aujourd'hui, les vidéos sont venues les remplacer. Alors, si le roman est Nathalie, on va donner un nom à l'enfant, fille Nathalie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Nathalie? Ne demandez pas ça aux parents. D'expliquer de près ou de loin le fondament même du mot, ses origines anthropologiques, mythologiques, c'est-à-dire que est-ce que c'est un mot qu'on doit coller sur un être humain simplement parce que on aime ce nom-là? C'est comme tu demandais à un Allemand de donner le nom à son enfant Niek, donc mon nom. Il va se demander si ce genre de nom-là correspond au nom qu'on donne aux êtres humains. Et tu as beau lui dire que moi, je porte ce nom, il va dire moi je ne le connais pas. D'accord. Bon, donc avant d'expliquer le fond des attributions de noms, c'est d'abord cette approche-là que je ressors. Bon, maintenant, le véritable problème, c'est un problème d'éthique. Vous voulez que votre enfant devienne qui? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne dans la vie? C'est là où commence l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que je lui donne le nom pour mon plaisir, ou bien parce que j'ai lu des romans d'espionnage, ou parce qu'un homme politique m'a fasciné,
ou parce que un acteur de film, de cinéma ou un musicien. Alors quand on commence à parler d'acteur de film ou quelqu'un qui fait carrière ou qui a fait carrière avec beaucoup de réputation, on commence à penser que vous avez besoin que cet enfant ait les mêmes vibrations, qu'à travers le nom, qui ait les mêmes vibrations sur cet enfant, et que par là, vous pensez que l'enfant là sera comme ces derniers. C'est comme en football, si on appelle un enfant Messi. On suppose que le petit garçon aura les mêmes vibrations, les mêmes atouts que Messi, que vous admirez tant. Bon, là, c'est une certaine banalité, mais qui a quand même une approche vibratoire ou bien qui sanctionne une certaine, un certain désir de voir l'enfant ressembler à quelqu'un qui forge votre admiration. Du point de vue métaphysique, on ne donnerait donc pas le nom parce que, forcément parce que vous admirez quelqu'un. Auquel cas, il risque d'avoir un nom, Messi, associé à un autre nom, Niek. Alors, Messi Niek. Ça change complètement ce dont vous avez besoin, et vous aviez plutôt un autre résultat. Bon, parce qu'il y a des prénoms qui ne marchent pas avec des noms de famille, mais qu'on a forgé comme ça, et puis l'enfant portait ça. Alors, par accoutumance, ce prénom va marcher du fait que c'est comme ça le nom qu'on va appeler l'enfant tout le temps, mais est-ce que cet enfant, le but à atteindre ce qui a été le patrimoine métaphysique de ce que on aimerait bien que l'enfant devienne, est-ce que ça va donc marcher, puisque aucune étude n'a été envisagée. Voilà. Donc on doit étudier le nom de fond en comble, le rapprocher à la date de naissance, prendre l'actif, mélanger l'actif, c'est le prénom, mélanger à l'hérédité, bon, le nom de famille, voir si la consonance, les vibrations et tout fonctionnent d'abord déjà à la base, et par la suite ressortir la personnalité de l'enfant à partir de ce nom, sa sociabilisation, ce qui va dans les éléments venant du nom et de la date de naissance, et puis voir à partir de là sa date de naissance aussi, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que son chemin de vie. Tout cet ensemble de choses permet à ce qu'on ait un nom d'enfant qui, par rapport à vos désirs, si vous voulez qu'il soit politicien, musicien, mathématicien, bref, ce que vous désirez que votre enfant devienne, c'est fort probable que cela soit possible. D'accord. C'est tout un calcul, professeur Hermaniek Dupont, c'est-à-dire, si je comprends bien, chaque nom a une vibration. Oui. Alors, chaque mot même a une vibration, du moins chaque lettre. Voilà, je ne te coupe pas, j'ajoute. D'accord. Et ces personnes qui portent le nom de Satan? Satan. Oui, mais c'est une vibration. Il faut changer de nom. Qui diabolise l'enfant. Si vous avez peut-être un enfant qui devient féminin, ça peut être le fait du nom.
ça ne lui donne pas l'envie de travailler, même à l'école, mais ça lui donne plutôt une intelligence de jouer sur les sentiments des gens et d'obtenir ce dont il a besoin. Et tout ce qu'il a besoin, il en obtient, sans toutefois qu'il soit un agresseur. Mais que, disons, agresseur dont utiliser une certaine violence, mais qu'il soit un agresseur qui amadoue l'oreille, qui est doué d'une grande flatterie, des formules de flatterie, qui ne paraissent pas comme étant des formules de flatterie, mais comme étant des discours totalement cohérent et qui tend à amener à ce que l'interlocuteur soit, comme disait le corbeau ou le renard, que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, et ces gens qui, dans certains couples, appellent leur mari Chou, on sait bien que dans certaines traditions, Chou, ça veut dire deuil. Alors quand on appelle ça veut dire le deuil. Oui. Alors on a dit Chou, chouchou. Est-ce que après on va voir le mari se comporter comme un bébé parce qu'on a l'habitude de l'appeler B ou alors Chou. Après, dans le couple, ce n'est pas toujours l'équilibre, alors l'harmonie. Un patriarche, expliquez-nous ça bien. Oui, bon, maintenant, il a été prouvé que lorsque une femme s'est mariée, le fait de porter le nom de son mari affecte son caractère. C'est-à-dire, son caractère n'est plus le même, et si bien que sa famille d'origine peine à accepter cela. C'est-à-dire, on se pose la question, si parce que tu t'es marié chez les tels, que tu as adopté leurs habitudes. Alors que, en fait, au juste, ce n'est pas que madame ait adopté les habitudes de son mari en tant que tel, mais les vibrations du nom oui, ont changé sa personnalité sur bien des domaines. Au point où elle-même, elle commence à se rendre compte de ça lorsque elle fait certaines choses qui ressemblent un peu à ce que fait son mari. Comme l'amour aidant, quoi. Comme c'est comme ça, elle n'est pas gênée. Parce qu'au contraire, elle veut aussi ressembler à son mari. Bon. Donc, mais tout ça, c'est parce que le nom du mari est privilégié chez cette femme par rapport à d'autres dames qui portaient leur nom et dont on ajoute le déterminant épousait-elle. Là, c'est pas exactement cela. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, et si le nom du mari porte poids, est-ce qu'on doit toujours donner ce nom à l'enfant? Et puis même, pourquoi toujours donner le nom de l'homme à l'enfant et non le nom de la femme? C'est quand même elle qui porte l'enfant. Bon, la femme n'est pas obligée de dire à l'homme que ça c'est ton enfant. Elle n'est pas obligée. Si elle le dit, c'est qu'elle a perdu la paternité, elle est restée avec la maternité. Elle ne peut pas jouer le rôle du père en même temps le rôle de la mère. Et le fait de donner le nom de papa à l'enfant est une manière d'honorer l'homme. Parce qu'on n'est toujours pas sûr que c'est son enfant. Mais on est sûr que c'est l'enfant de la femme. Tout le monde l'a vu à l'hôpital. Et on a assisté à l'accouchement de cet enfant au travers de cette dame. Et c'est son enfant. Mais il n'y a rien qui prouve que l'enfant ainsi né appartient à l'homme. Alors si une femme décide que mon enfant, je dois l'attribuer ou je dois reconnaître que c'est tel monsieur qui l'a mis au monde, elle est obligée d'accepter que ce monsieur donne le nom à l'enfant pour
comme élément de preuve que l'enfant là est vraiment son enfant. D'accord. Et même si ce nom n'a pas de bonne vibration, professeur, il faudra quand même donner ce nom à l'enfant, sachant que plus tard, cet enfant pourrait avoir des comportements pas du tout, on va dire quoi, néfastes. Oui, bon, mais écoute, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Comme pour dire que vous rentrez dans une famille où le nom du père, c'est Monsieur le Brigand. Par exemple. Bon, par exemple. Et qu'il ait un comportement violent comme un véritable brigand, les enfants seront des Monsieur le Brigand et des Mademoiselle le Brigand. Bon, parce que c'est le nom du père. Bon, vous, la femme, en acceptant, vous mariez à un monsieur qui s'appelle Monsieur le Brigand, et par le biais de l'amour étant aveugle, il faut bien que les vibrations négatives du nom puissent être aussi acceptées. La seule chose qu'on peut faire, parce que les noms sont attaquables, si vous constatez que le nom vous porte poisse, que ça ne vous porte pas beaucoup de chance, vous devez l'attaquer. Et comment on fait pour attaquer un nom, professeur? Vous saisissez le juge par le biais d'un avocat, si vous n'avez pas connaissance comment rédiger la requête. Et puis, on va vous donner le nom que vous aurez étudié et que derrière cette étude, le nom là est favorable à un certain nombre de choses grâce à cette étude, du moins à ce que cette étude dégage comme résultat. Vous allez donc expérimenter ce nom. Vous pouvez le réattaquer, pourquoi pas, pourvu que ça soit légal. D'accord. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipo, dans certaines traditions, les noms ne sont pas donnés au hasard. Lorsqu'un enfant naît lundi, il a un nom. Mardi, mercredi, et dimanche, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a tout banalisé. Est-ce que c'est ça qui pourrait justifier le comportement des enfants quand on observe la société aujourd'hui? Oui, mais le véritable problème, c'est que nous avons des noms qui ne sont pas en rapport avec nos traditions. Et qui ne sont pas en rapport avec une quelconque tradition. Parce que moi, je me porte en faux de croire que les Européens sont enracinés dans les traditions. C'est, à mon avis et à mon petit niveau de recherche, c'est un peuple hybride. Ils ont tellement collecté des choses à gauche, à droite, au point où ils ne s'y retrouvent pas. Et c'est pour cette raison qu'ils confondent tout dans la science. C'est-à-dire, ce qu'ils ne comprennent pas, ils expliquent tout simplement que ça n'a pas une preuve scientifique. Bon, et là, la science devient comme une magie qu'on utilise pour dénigrer ce que font les autres. Comme si la science est bien connue d'eux, en passant. Bon, donc, les noms ne sont pas basés sur une tradition. Dans les traditions, si on peut appeler ça tradition, c'est des noms de famille. Mais tu vas voir, par exemple, un monsieur qui vient s'installer en France, qui est hollandais. Il donne un enfant, il l'appelle Monsieur Hollande. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'enfant se défait de ses origines. Et quand tu entends Hollande comme ça veut dire que nous sommes, l'enfant, si nous sommes venus d'un autre pays qu'on appelle Hollande, alors que nous sommes français. D'accord. Professeur Herman, non, vas-y. Alors, un enfant qui naît un jour exceptionnel, alors un jour sacré dans un village, doit forcément porter un nom. Lorsqu'on ne respecte pas cela, qu'est-ce qui peut arriver à cet enfant? Certaines traductions, les noms qui sont atypiques, du moins qui sont d'une
importance traditionnelle, on ne badine pas avec. Si tu veux badiner avec, va loin avec ton foyer, avec ta famille. Parce que si par exemple tu es né aux États-Unis, mais ton père s'est complètement déraciné de la tradition, il n'est pas intéressé par les rites du village, il est peut-être christianisé jusqu'aux os, jusqu'à la moelle osseuse, au point où il ne faut pas lui parler de la tradition. Bon, ce genre de situation peut faire en sorte que on vit paisiblement, mais sauf que cette paisibilité, c'est pour un temps. Parce que ce qui est évident, c'est que nous avons quand même le sang de nos ancêtres. Généalogiquement, notre existence dépend des dévanciers, des gens qui sont nés avant nous, qui ont prêté le flanc à nos parents et qui, de nos parents, on a bénéficié aussi de leur sang. Hein? Oui. Et que nous, aujourd'hui, nous faisons aussi des enfants. Parce que quand on dit le sang, on parlait de génome, hein, de la généalogie en rapport avec le code génétique. Alors ce code génétique est inébranlable. D'accord. Non, si à un moment donné, malgré des hautes études de certaines personnes, et même des études parfois du domaine biologique et tout, ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre qu'elles ne peuvent pas se déchoucher complètement de leur base traditionnelle en matière génétique. C'est qu'ils ne comprennent pas en même temps que des vibrations qui sont cachées derrière cette force génétique peuvent réclamer un certain comportement. Le moment où on banalise la tradition, comme pour dire que le monde a évolué, on n'est plus dans l'empirisme et tout, c'est comme si on peut même refuser de porter le nom de nos parents, se donner de nouveaux noms. Mais lorsque on est en situation, on ne peut pas s'exclamer du nom de son grand-père à travers ce genre de nom qu'on porte. Parce que quand on s'exclame, c'est une manière de faire vibrer. Le son là va aller très loin en termes de vibration. Et on peut dire que l'ancêtre qui portait ce nom est en contact avec nous. Cela a été prouvé dans le christianisme. Le christianisme nous enseigne que Jésus, bien que mort, son nom est puissant. Bon, mais nous, on n'est pas de la famille de Jésus. Son nom est puissant. À quelle forte raison, si nous étions de sa famille, son nom serait doublement puissant encore. Tout à fait. Bon, donc pourquoi nous refusons que le nom d'un autre ne soit pas puissant pour nous, alors que nous sommes les descendants de ceux-là? D'accord. Voilà. Ok, et encore, professeur, est-ce que c'est bien de donner des prénoms bibliques à nos enfants? Bon, là, moi, je pense que c'est une situation d'asservissement. Nous sommes des asservis de l'esclavage à la colonisation et de la colonisation au néocolonialisme. Nous ne sommes plus nous-mêmes. C'est normal que lorsque un peuple a été dominé par un autre peuple, que le Dieu de ce peuple dominant soit glorifié. Ça a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. L'Afrique cessera de mettre au devant de la scène les dieux venant d'ailleurs.
ne fût-ce que Jésus ou Allah, c'est les yeux d'un autre monde. D'accord. Bon, donc, c'est normal que nous portions des noms de ces issus de ces obédiences. Oui, voilà, c'est-à-dire l'influence de ces obédiences à travers des documents tels que la Bible et le Coran et tout, c'est normal. Est-ce que c'est bien de donner, par exemple, je vais dire quoi, Emmanuel à son enfant? Bon, moi, en règle générale, je m'excuse d'être excessif, hein, mais les Emmanuel qui sont Dieu avec nous sont parfois des personnes assez complexes, assez décevantes si elles n'ont pas subi une bonne éducation. Elles sont très décevantes. Il y a des prénoms qu'il ne faut pas donner à son enfant si tu ne vas pas maîtriser son éducation, parmi lesquelles il y a Emmanuel. Voilà. Okay. On va voir si la méditation peut nous aider, professeur, à changer ou alors à rehausser les vibrations. Alors, on va prendre la deuxième partie de la chronique. Comment s'initier à la méditation? S'initier à la méditation. La méditation se prépare. Elle ne s'improvise pas comme dans le cas de la prière. Pour nous, la tâche est non point la moindre. Il s'agit de vous apporter un peu d'ordre et de clarté dans les amasses des innombrables productions, tant sur le plan matériel que spirituel, qui vous sont proposées de lustre et qui de nos jours vous agressent plus l'esprit. Il ne sert à rien de rejeter la science occulte, à refuser d'insister particulièrement sur l'étude qui concernait la constitution occulte de l'homme, s'attardant sur le rapport avec la cause créatrice et la nature. Cette étude sera le couronnement et même la synthèse d'une grande énigme qui se traduit par la présence de la vie dans l'existence de tout un chacun. Cette tâche se dénote en des prescriptions majeures de bonnes mœurs qui résultent de l'univers. Celles-ci doivent servir de bonne conduite pour le bien-être, la santé. Mais pour qu'elles puissent en être pratiques pour l'homme, ces prescriptions sont plus importantes du côté de la sphère médicale, la pathogénétique, la donne clinique et la thérapeutique. Elles doivent faire un assaut renouvelé pour que cesse l'ignorance chez les scientistes professionnels du mensonge, de la science sans conscience bien ancrée en médecine conventionnelle par exemple, et aussi chez des charlatans de l'occultisme, etc., afin que ces derniers cessent de faire croire que leurs actions sont humanitaires. Revenons un peu en arrière pour repréciser que la méditation est différente de la prière. Elle fait l'objet d'une initiation alors que la prière est une autre chose. Bien qu'elle soit parfois basée sur des récits à mémoriser, tant chez les catholiques que chez les musulmans, la prière n'est qu'une simple demande, une sorte de supplication égoïste parce qu'elle est penchée dans une attente. La satisfaction des désirs personnels de la personne qui est prie. Toujours est-il dit que si de nos jours certains adeptes de ces religions ne s'intéressent vraiment pas à ces récits parce qu'ils jugent qu'en s'y mettant, cela serait une perte du temps, heureusement ils continueront à être admis dans ces assemblées. Qu'importe la finalité dans ce milieu est que chaque personne puisse prier à sa guise, même si c'est n'importe comment, ça vaut mieux. Chez les apostoliques et autres églises de réveil, cela va de soi, car ici les choses vont dans tous les sens. Alors que s'il faut parler de la méditation, cela se veut sérieux. C'est pour cela qu'on constate souvent que tous ceux qui prétendent la pratiquer n'en sont toujours pas à la hauteur. La méditation nécessite une pédagogie, un suivi qui doit se faire dans une démarche qui se veut strictement initiatique. Elle exige impérativement une sérieuse préparation de soi. Il est sans ignorer qu'il y a des peuples qui méditent depuis la nuit des temps. La méditation est juste une tasse de café pour eux, car dès la naissance, on est dans la pratique des disciplines du genre yoga et autres. Pourtant, de telles pratiques étouffent facilement tous ceux qui n'en ont pas été héritiers. Résultat, il y a un début pour chaque chose. Si pour vous, c'est le moment de commencer à pratiquer la méditation, mettez-vous-en sans lâche.
Il vaut mieux tard que jamais. N'oubliez surtout pas que parfois, on est porté à faire certaines pratiques depuis l'enfance et celles-ci en deviennent une routine. Il peut arriver qu'on ne comprenne rien de ce qu'on fait souvent. En de tels cas, on aura perdu le sens métaphysique d'une telle pratique et on va se retrouver dans une situation d'une sorte de commodité pour un autre genre de pratique de la prière. Attention, la méditation relève de l'initiation et elle doit se pratiquer le plus spirituellement possible. La méditation relève de l'initiation. Professeur Hermaniak Dipote, comment le faire? Comment s'initier à la méditation? On a expliqué qu'il y a des techniques qui accompagnent qui font partie de la méditation parce que c'est ces techniques-là qui préparent à la méditation. C'est des techniques d'alimentation, l'alimentation en oxygène, donc l'art de respirer et de respirer initiatiquement, pas de respirer pour respirer, l'art de s'alimenter à partir de l'eau, donc de boire de l'eau, et l'art de savoir faire le choix des nutriments et comment les cuisiner, et en plus de quoi ne pas les cuisiner aussi serait une autre manière de consommer des nutriments dans les meilleures conditions. Donc aussi la mastication. Donc rien ne doit être fait au hasard. En termes d'alimentation, du point de vue céleste, l'oxygène, l'alimentation du point de vue neutre, l'hydrogène, l'eau, et puis l'alimentation du point de vue négatif, qui négativise notre organisme parce qu'il faut que la dualité puisse accompagner le fonctionnement de l'ensemble des éléments que porte notre organisme, principalement les cellules. Alors, donc, on a déjà quadrillé comment alimenter le corps. Parce que la respiration est d'abord le premier aliment. Ça, c'est incontournable lorsqu'on veut s'initier en méditation. Après avoir mis ses bases, on va maintenant rentrer dans le cadre de la posture qui est accompagnée avec le fait de maîtriser ses idées, le fait de maîtriser sa pensée ou ses pensées. Donc on sait bien comment lâcher prise, on sait comment faire le vide du mental. On le sait comment parce que on le fait, on opté à le faire sur la base d'un certain entraînement qui se répète à chaque fois, jusqu'à devenir une routine. Ce n'est pas que le premier jour que vous voulez pratiquer la méditation, allez directement, vous commencez à méditer. C'est pas évident. C'est pourquoi dans la chronique, la deuxième partie de la chronique, nous avons mis l'accent que la méditation ne se pratique pas comme la prière. N'importe qui peut commencer à prier le premier jour qu'il entre dans une obédience religieuse quelconque. Bon, peut-être chez les musulmans, il faut savoir parler arabe, mais si tu es né dans ça, il n'y a pas de problème. Et là, tu as les possibilités d'acquérir des vibrations positives qui surviennent sur le temps de préparation, d'entraînement et dans la formule, dans le temps de la mise en place de toute la formule qui va devenir une routine. Cette routine va donc devenir comme un réflexe. C'est comme quelqu'un qui conduit l'avion, la voiture ou quoi. Bon, ça ne se passe pas. Même le vélo, d'ailleurs, je suis allé très loin. On ne monte pas sur un vélo le même jour où on conduit.
parce qu'on a peur de tomber. Donc il faut trouver l'équilibre et puis maintenant on peut conduire le vélo très très rapidement et éviter des trous parce que la routine, parce que le réflexe accompagne déjà la pratique du cyclisme. Alors c'est la même chose avec la méditation, c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un effet du fait de dire bon, moi je ne prie plus, je médite. Et que d'emblée on puisse le faire. D'accord. Ce n'est non plus un mot comme pour dire médite ton sort parce que tu seras bientôt condamné. Non, puisque tu as peut-être commis une faute pénale, donc on dit commence à méditer ton sort. Non, la méditation, c'est qu'on ne médite pas son sort. On s'initie pour son élévation, pour permettre à ce que le Dieu qui sommeille en nous, que nous avons eu à travers le souffle de vie, à la naissance, que ce Dieu-là prenne le dessus sur nous. Quand je dis nous là, ce n'est pas le vrai nous, mais prenne le dessus sur notre corps physique. Voilà, parce que le nous, c'est donc cette essence de vie qui est le nous. C'est-à-dire, comme je suis assis là, moi, c'est l'essence physique, ce n'est pas mon cœur, mon corps matériel. D'accord. Parce que le corps matériel, il meurt, mais la vie ne meurt pas. Voilà. Ok. Avez-vous des conseils pour surmonter les obstacles courants rencontrés lors de la méditation, tels que la distraction mentale ou le manque de concentration, professeur Emmanuel Deportes? Le seul conseil, c'est l'entraînement. Vous ne pouvez pas gagner sans être persévérant. Vous ne pouvez pas gagner dans quoi que ce soit que vous faites dans la vie sans souffrir. Et la méditation étant quelque chose qui peut permettre à ce que votre vie change. Ça change de la plus belle manière. Parce qu'on a remarqué que tous ceux qui sont des milliardaires sont des arrogants, pour la plupart des cas. Mais si vous êtes un milliardaire par le biais de la méditation, personne ne saura que vous êtes un milliardaire. Donc vous ne serez jamais arrogant. C'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup d'argent à dépasser tout ce dont on répute d'avoir de l'argent dans notre monde d'aujourd'hui. Vous faites des réalisations, même en donnant ça à d'autres personnes, c'est-à-dire vous construisez une cité entière, mais vous l'attribuez à quelqu'un. Bon. Pourquoi? Parce que ces cités-là ont été mises en place pour aider la population, non pour profiter de la population. Bon, parce que celui qui construit une usine et qui ne paye pas le personnel et qui utilise plus de 1000 personnes et que les gens vont à la retraite étant pauvres, alors qu'au début de cette usine, lui-même il était au même pied d'égalité que ceux dont les cadres qu'il avait embauchés, qu'il a eu la chance peut-être d'avoir des partenaires qui ont amené à ce qu'ils s'associent pour avoir la possibilité de mettre en place cette entreprise. Et qu'au bout de quelques années seulement, il amasse les sous, mais tout le long de ces années, les personnes qui travaillent avec lui meurent de faim, crèvent de maladie et tout. Bon, c'est différent de celui qui passe par la méditation pour devenir riche. Parce que c'est quelqu'un qui me poserait la question, mais toi tu sais méditer, pourquoi tu ne deviens pas riche? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs richesses. Il y a la richesse matérielle, il y a la richesse immatérielle, métaphysique, et qui passe par le développement
la prise en main des pouvoirs en soi qui sont à l'état latent et qui fait en sorte que la richesse ne passe pas par les biens matériels à capitaliser, mais passe par le collectif, c'est-à-dire l'ensemble des personnes que vous connaissez. Alors vous êtes comme une personne qui est dans une très grande famille et dont vous ne pouvez manquer de rien lorsqu'il faut absolument avoir une aide de quelqu'un, sans que les gens qui vous viennent en aide sachent qu'ils vous viennent vraiment en aide parce que vous avez besoin de l'aide. Mais ils vous viennent en aide comme si vous avez craché en l'air et ces crachats retombent sur vous. Donc les actes positifs que vous avez posés ont été comme les bonnes causes entraînant les bonnes manifestations. Voilà. D'accord. Nous allons prendre la prochaine articulation, la réflexion et l'évocation. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt national. S'il y en a qui ne voient pas le rapport, patientez un peu, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant tout, faisons le répertoire des forces en présence. Par ordre croissant d'importance ou de pouvoir létal, et retenez bien le mot pouvoir létal ici, nous avons le bas peuple, la basse armée, la bourgeoisie civile, la bourgeoisie militaire, le président, les nations, les forces et les institutions coloniales. Voici, dans toute relation, il ne faut jamais perdre de vue le rapport de force. C'est le facteur le plus important. En fait, à chaque fois que vous avez du mal à comprendre les comportements des gens dans une quelconque relation, employez-vous à élucider les rapports de force. Qui est plus fort que qui dépend de qui a peur de qui, et tout devient clair. L'homme ne fait rien d'illogique. C'est un être merveilleusement rationnel. Quel est donc le rapport de force ici? Eh bien, encore une fois, vous le connaissez déjà. Le bas peuple est soumis à la basse armée. La basse armée est soumise à la bourgeoisie civile. La bourgeoisie civile est soumise à la bourgeoisie militaire. La bourgeoisie militaire soumise au président et le président soumis aux forces coloniales. Dans des pays comme les nôtres, où le code pénal ou la constitution ne servent pratiquement à rien, les groupes faibles n'ont aucune voie de recours légale pour se défendre contre l'oppression des groupes forts. Les colons peuvent écraser nos présidents en toute impunité. Nos présidents peuvent écraser tous ceux qui sont en dessous d'eux en toute impunité, et ainsi de suite. Au bas de cette chaîne alimentaire se trouve un bas peuple qui n'espère même plus en un bonheur ici-bas. Maintenant que nous avons étalé les forces en présence et les rapports entre ces forces, vous voyez le rapport. Nous pouvons à présent explorer ce grand concept qu'est l'intérêt national. Notez bien ceci, l'intérêt national n'existe pas. C'est une abstraction, c'est impalpable, immatériel, virtuel, c'est très difficile à cerner, ok? Ce qui est plus facile à identifier pour chacun de nous, c'est l'intérêt individuel. Et il n'y a aucune honte à l'admettre, les hommes sont avant tout motivés par l'intérêt individuel. Adam Smith, un éminent économiste, explique bien. La poursuite de l'intérêt individuel, ou cette tendance de chaque homme à chercher à améliorer sans cesse son sort, entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet d'aboutir au niveau national à la meilleure organisation économique possible. C'est le fameux concept de la main invisible, un processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Exemple, au village, vous balayez votre cour et vos alentours. Votre voisin balaye sa cour et ses alentours. Le voisin du voisin balaye sa cour et ses alentours. À la fin de la journée, c'est tout le village qui est propre. Mais au départ, il n'a jamais été question de la propreté de l'ensemble du village. Seul l'intérêt individuel est réel, palpable. Il est donc irréaliste, très illusoire, hyper naïf d'espérer et même d'exiger que votre président, brusquement, pour la simple raison qu'il est devenu président, ne poursuive plus son intérêt individuel, mais qu'il poursuive seulement l'intérêt national. Votre président est comme vous. Il est avant tout un humain, un individu. Il est naturellement programmé pour d'abord veiller à son intérêt personnel, veiller sur son sort. C'est une réalité absolument humaine et immuable
qu'il vaut mieux ne ni dénier ni dénoncer parce qu'elle est là pour rester. Il faut seulement apprendre à la guider, la manipuler, la contourner, créer des mécanismes. Chaque peuple doit s'arranger pour que l'intérêt individuel de son leader puisse coïncider avec l'intérêt général de la nation. En d'autres termes, dans votre poursuite de l'intérêt national, qui n'est d'ailleurs qu'un déguisement de votre intérêt individuel, n'oubliez jamais que votre leader, lui aussi, est avant tout motivé par son intérêt individuel. Si ça ne l'arrange pas, il ne le fera pas. Si vous satisfaire implique qu'il sera tué par l'Occident, il ne vous satisfera pas. Son nom, c'est Fournia Singé, c'est Ouattara, c'est Biya, c'est Bongo, c'est Nguesso, c'est pas Jésus-Christ. Il ne sera pas l'agneau à immoler pour le peuple. Non. Il a aussi droit à vivre. Professeur Emmanuel Lipote, un mot par rapport à cet élément? Oui, l'intérêt national n'existe pas. C'est l'intérêt individuel. Bon, on a beau dire j'aime mon pays, mais on aime d'abord soi-même. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour soi. Le pays, on verra ça après. Bon, nous essayons avec cette émission d'attirer l'attention aux gens, à ceux qui nous suivent que, alors, si vous n'aimez que vous, si l'intérêt national ne vous intéresse pas, vous n'avez pas tort, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous ferez de tout ce que vous aurez amassé comme bien au soir de votre vie? Vous faites l'introspection un peu, vous voyez l'état des richesses que vous êtes en train de laisser, et que vous êtes en train de mourir et que vous êtes très convaincu que vous ne partirez avec rien. C'est-à-dire dans votre tombe, on ne mettra pas de chéquier parce qu'il y avait des banques. L'argent en banque, vous en aurez besoin. Parce que si Dieu existait déjà du genre à le rencontrer, il ne vous demandera pas de lui garder quelque chose pour dire que peut-être qu'il aura besoin d'un chèque de quelques milliards à ce que je sache. Bon, donc, nous nous battons pour plaire à nous-mêmes et nous nous battons pour amasser des biens, nous nous battons pour avoir des provisions depuis la nuit des temps. Les provisions aujourd'hui, c'est des comptes bancaires, avant c'était des réserves de produits agricoles. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt des comptes bancaires. Alors tout ça, ça a une utilité si c'est que c'est fait pour que ça puisse aider. Pas par orgueil ou bien que ça puisse aider parce que vous êtes quelqu'un qui doit prouver que vous êtes plus fort que les autres. En fait, si on met de côté l'ego, on peut aller jusqu'à avoir beaucoup de richesses, mais qui seront des richesses en termes humains qu'en termes de matériel. D'accord. Nous allons proposer à nos téléspectateurs, professeur Emmanuel Lipote, la page pratique. Le Sénégal est un cas très intéressant parce que vous savez que le Sénégal est l'une des toutes premières colonies de la France. La conquête a commencé par le Sénégal. Et Cheikh Anta a dit que l'impérialiste, quand il arrive chez vous pour vous conquérir, il a déjà fabriqué les armes pour vous dominer. Et il le compare au chasseur de la préhistoire qui, avant même de pister l'animal qu'il veut abattre, va d'abord l'abattre magiquement. Et les gens, c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Pour illustrer cela, je prendrai le cas de Faidherbe. Vous savez que c'est l'un des vieillots qui a réussi la conquête du Sénégal, Léon Faidherbe. Faidherbe, quand il a commencé à conquérir le pays, à battre nos résistants, tels que les Lat Dior, les Albouri Ndiaye et d'autres, Faidherbe, la première chose qu'il a faite, c'est ce qu'il a appelé l'école des otages. L'école des otages,
Et je crois qu'il l'a créé vers les années 1854, donc au début de la conquête. Et dans cette école des otages, que faisait Faidherbe? Faidherbe prenait tous les fils de chefs qu'il avait vaincus pour les amener à l'école et leur inculquer justement les rudiments de la culture française. Et il avait pris quelqu'un du nom de Sidia Diop. C'était le fils de la reine du Wallo, Ndakeyalla. Et quand il l'a amené à l'école des otages, il l'a fait débaptiser pour l'appeler Léon de son prénom. Et il l'a formé à l'école des otages. Par la suite, il l'a envoyé, je crois, en Algérie pour complément de formation. Il pensait donc tuer en lui le résistant qu'il était devenu. Malheureusement pour Faidherbe, les choses n'ont pas marché, parce que quand Sidia est revenu, il a pris conscience que Faidherbe voulait le tuer culturellement. Et c'est lui-même qui, renonçant aux habits européens, je suis mal placé pour le parler, aux habits européens que Faidherbe lui avait taillé, alors, en signe de révolte, Sidia a décidé de remettre ses habits traditionnels, de se tresser sa chevelure et de prendre la tête de ses troupes. Et c'est ainsi qu'il est tombé les armes à la main, il n'a pas été tué, mais il a été exilé, je crois qu'il est mort en exil. Donc pour vous dire que l'école, le projet que les colons avaient été un projet très clair. Et par la suite, cette école s'appellera l'école des fils de chef, pour essayer d'atténuer un peu. Mais cette école... On a cessé de parler de ce qui se passe avec le système d'enseignement, l'école, ceci, cela. Mais à un moment donné, certaines personnes retiennent ce discours comme si c'était un discours nostalgique. Maintenant, nous mettons à la disposition des téléspectateurs qui suivent ce programme, cette émission, ce genre de vidéos pour qu'il revienne à eux de réfléchir. Bon. Parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous avons besoin que les gens comprennent que nous sommes dans un monde où nous aussi, nous avons juste une opinion qui va derrière des faits. Derrière des faits, les faits étant têtus. Nous ne sommes donc pas des personnes qui gèrent cette opinion comme si c'est notre opinion, non. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Patriarche, merci pour cette émission. J'aimerais vous rencontrer pour le cas de ma petite fille qui a 15 ans. J'ai comme impression que le nom qu'on lui a donné à la naissance ne colle pas bien avec elle parce qu'elle a des comportements étranges. Bon, disons, on n'a pas besoin de demander la permission pour me rencontrer. Nous nous rendons disponibles pour le public parce que notre action n'est pas de venir bavarder et se cacher, mais de parler avec vous à travers cette émission et grâce à Canal 2 pour que une grande famille comment on peut appeler ça, d'entraide, une grande famille de grand amour universel puisse se créer autour de l'émission. Ça doit aller dans le sens des rencontres. Et ces rencontres-là vont dans le sens des mini-séminaires qu'on a commencé d'ailleurs à faire sous l'étiquette de veille spirituelle. Alors donc, on n'a pas besoin de demander la permission. Vous appelez et
après l'émission, soit demain plus précisément à partir de 9h. Bon, vous aurez les possibilités de prendre un rendez-vous et nous allons échanger. Voilà, peut-être au bout de cet échange peut naître quelque chose de positif, c'est-à-dire quelque chose qui peut vous apporter un soulagement, une aide. Voilà. Ok, on prend ce message d'Éléonore, patriarche. Ma petite sœur souffre du diabète. Comment comprendre aujourd'hui que les jeunes en souffrent? À l'époque, c'était réservé aux personnes âgées. Bon, il y a le diabète de type 1 qui, vraisemblablement, c'est un diabète héréditaire. On peut bien le dire que peut-être on l'a pris de ses parents comme serait une maladie congénitale. Mais là, c'est à la mode déjà parce que avant c'était les pays fortement industrialisés, les États-Unis et tout, qui avaient des enfants de 4 ans diabétiques. En Afrique, on trouvait ça difficilement, ou pas du tout. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes des amoureux de l'alimentation importée, de l'alimentation industrielle, dont nous sommes alimentairement développés industriellement. Notre développement industriel targue à prendre cours, mais notre mode de vie est fortement sédentaire. C'est normal que nous ayons des maladies et qui sont ailleurs des maladies qui commencent dès le bas âge, on grandit avec, ou bien on meurt avant. Donc l'Afrique avait ces maladies avant. Aujourd'hui, elle n'a plus des maladies, du moins l'Europe en avait aussi les siennes, comme une exclusivité de l'Europe. Parce que dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi vous souffrez, disait Hippocrate. Bon, alors si nous mangeons pareil comme les Européens, nous devons avoir les mêmes, même si l'environnement change, diffère, mais il est fort probable que nous ayons à développer les mêmes maladies. Voilà. Et là, c'est normal que l'enfant de moins de 10 ans ait le diabète. Et là, c'est très dangereux parce que le diabète de type 2 qu'on a ainsi étiqueté, c'est-à-dire le diabète qu'on a lorsqu'on est déjà âgé, on a peut-être même 30 ans et même plus, c'est un diabète qu'on peut réguler facilement parce que c'est quelque chose qui émane du désordre alimentaire et qui perturbe le fonctionnement du pancréas. On peut donc corriger cela facilement, mais ce n'est pas très facile pour les petits-enfants qui sont nés avec des pancréas fragiles, c'est-à-dire peut-être que les hormones du pancréas qui sont des hormones uniquement fabriquées par le pancréas sont le glucagon qui élève le taux du sucre et l'insuline qui baisse le taux de sucre. Donc quand il y a le désordre au niveau du pancréas, vous ne pouvez pas vous en sortir facilement, surtout si c'est un désordre qui est de l'hérédité ou de la congénitalité. D'accord. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Alors, on va prendre cet autre message. J'ai ma fille que j'ai donné le nom de ma feu-mère. Elle a tout pris le comportement de ma feu-mère. Que dois-je faire que ma fille ait un bon comportement, s'il vous plaît? Non, mais on a dit tout à l'heure que vous pouvez changer son nom. Surtout que l'enfant n'a pas encore les diplômes. Parce que si quelqu'un a fait toute l'école du monde, il a eu tous les diplômes, et changer de nom, c'est pas évident. Mais c'est un problème qui peut être résolu au niveau du tribunal parce que grâce au papier que le juge va vous donner en disant désormais vous portez tel nom, on va remarquer à partir de ce papier qu'avant c'était ça, votre nom, maintenant c'est ce nom-ci. Donc le document là vous aidera, vous permettra d'accompagner vos diplômes avec
au point où on ne peut plus douter que les diplômes en question vous appartiennent. Donc à tous les niveaux, on peut changer de nom. Voilà, à tous les niveaux. Il faut seulement qu'avant de changer de nom, que vous ne quittez pas au nom médiocre pour tomber au pur du médiocre. Voilà. C'est toute une étude, professeur Emmanuel Lipote. Il faut qu'on étudie minutieusement le nom que vous voulez porter du point de vue métaphysique. Ça doit être bien étudié. Voilà. D'accord. Mon fils est né le 27 avril. Mon père demande de surnommer son grand-père maternel qui serait mécontent parce qu'il n'a jamais été nommé. Que faire? Bon, mais vous allez étudier ça. Il ne faut pas désobéir le père non plus. Mais il faut que si vous voulez ne pas donner le nom de votre oncle, son grand-père maternel, quoi. Alors, il faut que ça soit justifié parce que votre père aussi n'est pas un fou à demander à ce que le grand-père maternel ait le nom. Voilà. Okay, on continue avec le message d'Ashley de Garoua. Est-ce que le nom qu'on donne à notre enfant déterminera ou sera important concernant son comportement? C'est ce qu'on a dit. Vous avez la réponse à votre question. Nous avons dit que les noms condamnent l'individu. C'est par le nom que vous êtes déclaré bachelier, licencié et tout. Grâce au nom, le décret vous rend préfet, sous-préfet ou bien même président de la République. Mais c'est aussi par le nom qu'on vous tue dans la sorcellerie. C'est-à-dire que le nom, c'est vous, en fait. Si vous êtes en procès, on vous demande la carte d'identité, vous n'avez pas. Vous êtes considéré comme n'étant pas venu. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est là. Parce qu'on a appelé quelqu'un, un certain nom, vous êtes venu à la barre. Non, donc c'est le nom qui vous condamne, ou c'est le nom qui vous sauve. C'est pour cette raison que, avant de prendre l'option de donner le nom à quelqu'un, parce que c'est votre fils ou c'est votre fille, prenez du temps. Ne le faites pas comme si c'était un jeu d'enfant ou une certaine façon de s'amuser. Prenez du temps. C'est très important. Ok, on continue avec ce message de Rachel de Yaoundé. Comment reconnaître que le nom qu'on nous donne ou alors qu'on nous attribue agit négativement dans notre vie? Alors, les noms qu'on nous donne juste négativement dans notre vie, comment le reconnaître? Vous ne pouvez pas le reconnaître parce que ça ne relève pas de votre domaine. Votre domaine étant d'avoir le nom, c'est tout. Vous n'êtes pas curieux de savoir est-ce que mon nom peut me nuire. Comment vous allez parvenir à le savoir? Par contre, si cela vous intéresse, à force de vouloir savoir pourquoi vous aviez tel nom, qu'est-ce que ce nom-là représente, que ce soit un prénom ou un nom de famille, vous aurez la réponse. Parce que qui cherche, trouve. Qui frappe, la porte, à la porte, on va lui ouvrir la porte. Il n'y a rien qui peut nous dépasser si nous sommes déterminés à en savoir plus. Rien ne nous dépasserait. Mais il y a deux fois, quelqu'un a un problème, par exemple de santé, il dit « je veux voir le médecin ». Bon, il arrive là-bas, il commence à l'agacer en lui disant « mon docteur, je souffre trop, j'ai même quoi ». Bon, on dirait qu'il marche avec vous, il mange avec vous, il boit avec vous, il dort avec vous. Vous posez des actes qui sont de nature à vous nuire. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre qui doit vous expliquer de quoi vous souffrez. Bon,
Donc moi, ça me dépasse souvent à comprendre. Voilà. On va prendre ce message de Madame Laté. Merci pour l'éclairage sur le culte du nom à donner à l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes ignorants de ces réalités ou nous les négligeons sous prétexte de la modernité. Professeur. Oui, c'est une contribution. On n'est pas censé savoir des choses qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous interpellent pas. Bon, et puis nous sommes un peuple qui mange tout ce qui vient d'ailleurs, qui boit tout qui vient d'ailleurs, qui avale toutes sortes de médicaments sans en savoir la composition, et sans que cela ne nous inquiète, pendant que ailleurs rien ne vient de l'Afrique, sans qu'on se pose la question que ça a été fait comment. Hein? Donc commençons à prendre conscience nous aussi que nous ne sommes pas en arrière-plan. Nous sommes au même plan que tous les autres, toutes les autres personnes de tous les continents. Ce sont d'être comme des moins que rien, ce sont d'être des personnes qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de la jugeote, qui n'ont pas raison de raisonner ou bien de réfléchir. Hein? Qu'il nous soit seulement demandé d'être intelligent, parce que avec l'intelligence, nous allons profiter beaucoup des systèmes mis en place, le système scolaire, le système religieux, tout. Bon, en fait, nous devons prendre conscience que nous sommes pareils, qu'il n'y a pas de superbes personnes. Il y a les guides, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des gouverneurs, il y a des gouvernants. Mais la finalité d'un être humain, c'est la même. On ne peut pas avoir la mort de quelqu'un. On a beau habiller sa mort avec des cercueils, un cercueil luxueux, il est mort. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yegliport, et que dire du nom de l'entreprise? Lorsqu'on veut créer une entreprise, est-ce qu'il faut également étudier le nom? Est-ce que le nom peut être un frein à l'évolution de son entreprise? Bien évidemment, c'est une question pertinente, mais sauf que on a circonscrit le problème sur l'être humain. Mais une entreprise, c'est une personne morale, c'est une entité. Un être humain, c'est aussi une entité. Alors, en tant que personne morale, elle doit avoir une date de naissance. Elle doit avoir un nom. Bon. Ici, on appelle ici la Canal 2 International. Oui. C'est une entreprise, c'est un nom. Et ce nom-là a des vibrations. Ces vibrations-là, si elles sont positives, l'entreprise évolue. Hein, avec son personnel en même temps. Le personnel et les promoteurs, sans problème. Mais si le nom n'est pas positif, l'entreprise peine à évoluer ou n'évolue même pas. Donc on doit étudier les noms, pas seulement des personnes. C'est pas pour rien que les voitures ont des noms. Les vélos moteurs ont les noms. Ces noms-là ont une signification. Donc avant d'acheter une moto, il faut étudier la consonance, les vibrations de ce nom par rapport à votre nom, et se poser la question que d'abord, avant d'acheter, vous posez la question, je vais acheter la moto pour faire quoi avec? Pour aller au travail ou bien pour organiser un petit commerce autour de ça. Et là, vous allez voir parmi les noms des motos, quel genre de moto il vous faut par rapport au but à atteindre. Bon, et le genre de moto et le nom de la marque, ce qu'on peut appeler bien la marque, mais c'est le nom. Et maintenant, la personne qui doit conduire la moto, pour voir la compatibilité, il va vous manquer une chose, c'est que vous ne savez pas exactement à quel moment la moto là a été fabriquée, mais vous pouvez vous repérer le moment où la marque a commencé.
c'est-à-dire la naissance de cette marque. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, on a Edimo qui voudrait savoir s'il peut vous rencontrer pour le cas de sa belle-sœur qui est malade aujourd'hui, ça fait 10 ans. Dernièrement, j'ai entendu parler de votre produit miracle. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, la personne va appeler. Parce que je ne saurais pas parler de Kasimouna à chaque fois quand on ne le voit pas. Kasimouna, ne serait-ce que l'image à l'écran. Voilà. Et là, il faut avoir l'image, et là, on explique bien la chose à la personne. Et c'est mieux donc que cette personne appelle, peut faire un appel vidéo par WhatsApp. Et ça va aller, si cet appel-là, le rendez-vous est calé, il verra le produit et on lui expliquera. C'est un activateur de cellules souches à base des minéraux. Et ça lui sera mieux expliqué encore. On prend H de Garoua. Pourquoi on donne un nom symbolique à certains enfants? Oui, le nom symbolique, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est des petits noms. Par exemple, l'enfant peut avoir le nom de Niek, Daniel, mais avec un petit nom, Pépé, voilà, ou bien Coco, un petit nom. Ça peut-être c'est ça le nom symbolique. Bon, on les donne parce que souvent, c'est que quand l'enfant est encore bébé, il est comme un joueur. Et pour jouer avec lui, on lui donne un diminutif. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipot, est-ce que c'est bien d'appeler son mari Chou? Bon. Chouchou, B. Oui, c'est bien d'appeler son mari avec tous les petits mots. Mais professeur, les vibrations qu'il y a autour, oui, mais c'est surtout ça le quand on appelle le mari comme ça... Parce que chou, dans certaines traditions, c'est le deuil. Oui. Maintenant, à force d'appeler un mari B, est-ce qu'on ne le rend pas un peu bébé? C'est comme les enfants qu'on appelle princesse. Elles ont toujours envie qu'on s'occupe d'elles. Ou bien ange. Ou bien ange, c'est-à-dire ils ont toujours un comportement... Alors, est-ce que c'est bien d'appeler quelqu'un Chou, B? Bon, si quelqu'un t'appelle Chou et que dans sa langue, Chou ne veut pas dire caca ou bien la merde, ça veut dire ce que ça peut dire en termes de vibration, ça peut produire de l'harmonie. Il ne serait pas inutile de continuer à l'appeler comme ça. D'accord. Le problème, c'est que on appelle sans même savoir la signification. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis le début, à l'entame même de l'émission. La première intervention, c'est que on ne doit pas donner le nom à quelqu'un alors qu'on ne sait pas la signification de ce nom. D'abord, il y a les lettres de l'alphabet qui ont des vibrations. Un mélange de lettres forme un mot. Et ce mot-là, ayant plusieurs vibrations, cela entraîne une puissance. Et cette puissance-là ne doit pas être utilisée négativement. Bon, négativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez un nom qui négativise la vie de quelqu'un parce que les lettres de l'alphabet ruinées, mises ensemble, est produit de la négation. Vous ne savez pas. Vous croyez que c'est bien parce que à l'oreille, ça donne quelque chose qui vous intéresse à écouter, alors que non, c'est pas cela. Donc, pour être sûr de ce qu'on fait, parce que si vous donnez un nom en langue maternelle, ça veut dire que vous connaissez la signification de ce nom-là. Si vous donnez un nom en français, c'est-à-dire qui est de connotation
française, vous savez la signification. Ne donnez pas le nom dont vous ne connaissez pas la signification à qui que ce soit. Mais le fait de connaître la signification, par exemple, si on nomme quelqu'un André de Maison, bon, vous supposez que André vous connaissez alors que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que André. De Maison, vous supposez que Maison, parce que c'est là où c'est un bien où on peut dormir dedans, c'est une maison, et telle que vous connaissez la maison. Mais ça peut avoir une signification occulte totalement mythologiquement négative. Donc il faut toujours étudier de fond en comble le nom que vous portez, vous donnez à votre enfant, ou même le nom que vous-même vous portez. Bon, si j'ai essayé d'expliquer que le nom Nyek, dont mon nom, est de mythologie africaine associée à un esprit de la forêt, ou alors à une divinité liée à la nature. Bon, et c'est ça, et c'est pas ça, c'est ce que moi j'ai étudié du nom. Heureusement pour moi, c'est ce qu'on m'a donné comme nom avec mes parents, parce que ce nom est un nom de famille. Bon, maintenant, est-ce que ça positivise notre vie? Nous qui portons ce nom, nous sommes des êtres positifs. Là, je ne peux pas le dire du genre oui ou non. Je peux tout simplement dire que ça permet de faire des efforts à ce que on essaye d'être autrement. Voilà. Quand on se rend compte qu'il y a des efforts à faire, on les fait. Et le changement intervient, bien évidemment. Patriarche, je voudrais savoir si lors de la méditation, notre âme peut sortir de notre corps. Est-il possible d'appeler le patriarche depuis un autre pays? C'est Traoré Fatoumata depuis Burkina Faso. Oui, on fait les travaux à distance. Il n'y a pas en métaphysique, il n'y a pas d'espace ni de temps. Il n'y a pas d'espace ni de temps. Si quelqu'un est à 9 heures d'écart, par exemple, comme le Canada actuellement est à 5 heures de différence, c'est-à-dire lorsque nous sommes à midi, il faut faire 12 moins 5 pour voir l'heure où on se trouve au Canada, à Miami, aussi en Amérique et tout. Donc, alors, si vous voulez faire des travaux à minuit pour quelqu'un qui est au Canada, sachez que ça sera à 5 heures. Et comment c'est? À minuit, moins 5, ça va être 19 heures. C'est comment? Minuit, c'est 24 heures, moins 5. Ça va être 19 heures, je crois bien. Ouais. Alors, vous lui dites qu'à 19 heures, il se met en contact avec vous. Tout comme vous pouvez attendre peut-être 5 heures du matin pour faire une méditation avec la personne qui, elle est à minuit au Canada. Ou bien dans certaines villes des États-Unis. Bon, la personne ayant pris rendez-vous avec vous et qu'elle soit devenue réceptive, il est fort probable que l'intervention que vous allez faire à distance tienne. Bon, il y a aussi des interventions qu'on peut bien faire, que nous sommes à minuit, la personne est à 19 heures, elle arrête tout. Elle se concentre à une méditation où, pendant ce temps, vous, à distance, vous intervenez. Bon, c'est pas toujours parce qu'il faut que ça soit minuit. Non, il faut seulement que l'heure soit bien calée. D'accord. Patriarche, je vous suis pour la première fois ce soir et j'avoue que j'aime beaucoup ce que vous dites. Mon père, comment faire pour rehausser mon entreprise? Ça fait 5 ans que je l'ai créée, mais rien ne va. À chaque fois que ça veut grimper, il y a toujours un obstacle qui survient. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Oui, on va étudier le nom de l'entreprise, sa date de naissance, et voir s'il faut peut-être trouver un directeur. Et puis faire le casting des collaborateurs. Bon, le casting des collaborateurs, c'est trop dire, mais voir les gens par rapport à leur poste. Qu'est-ce qui peut bien être utile à l'entreprise, mais surtout la direction de l'entreprise. Parce que si le directeur, la personne qui est appelée à gérer l'entreprise, même si c'est le promoteur de l'entreprise, est de mauvaise affinité, ça de la compatibilité n'est pas bonne, l'entreprise peut avoir quelques difficultés de voler normalement. Professeur Herman Yaglipote, selon vous, quels sont les noms à éviter? Je ne peux pas avoir une liste de noms à éviter. Tous les noms sont bons. Mais c'est la combinaison du nom et des noms de la famille. Le prénom et le nom de la famille peut être un problème à étudier minutieusement. Et puis, il y a aussi la date de naissance qui entraîne à ce qu'on ait le signe du zodiaque de l'individu. Là aussi, un problème peut se poser. Donc, en fait, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire la question du nom ne doit pas être quelque chose qui est fantaisiste ou bien qui se fait au hasard comme ça là. Comme si vous voulez donner un nom, je ne sais pas moi, à une pierre que vous allez abandonner ou à un rocher. C'est un être humain que vous donnez un nom. Et vous voulez son évolution comment? Quand vous avez été léger, en lui donnant le nom, vous étiez léger déjà. Hein? Il faut toujours que vous dites que l'enfant, si je veux qu'il devienne ceci ou cela. Et comment il pourra bien le devenir? Ce n'est pas en l'envoyant à l'école. Tu peux avoir un enfant, tu lui as donné ton petit joli nom d'amour que tu lui donnes là. Ça, c'est ange, alors prince, princesse, et il n'aime pas l'école. Il est déjà un prince, pourquoi aller à l'école? Hein? Voilà. Professeur Herman Yaglipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais avant de partir, la pleine lune, c'est ce jeudi 23/5. Un mot? Alors, il y a un mot, c'est que, d'abord, un autre mot, s'il va pleuvoir cette nuit, faites des efforts pour recueillir l'eau, parce que le 21 mai de chaque année, la pluie, là, le 22 déjà, professeur Herman Yaglipote. Elle est de bonne qualité pour faire certains travaux occultes. Bon, je ne sais pas, bon, il n'y en a pas plu. Et en des rares cas, ça se passe comme ça. Bon, la pleine lune, on a déjà expliqué autant de choses aux gens par rapport à ça. Faites des recherches vous-même pour mieux comprendre ces histoires. Ce n'est pas toujours parce que nous, on en parle. Nous, on a parlé de ça une fois et c'est bon. Bon, alors, pour ce qui est de nom, cessez de donner les noms aux enfants à qui mieux. Les petits noms. Cessez aussi, les petits noms même ça passe parce que ça va changer avec le temps. Non, il y a des petits noms qui calent il y a des petits noms qui calent, professeur Herman Yaglipote. Oui, mais ça ne cale pas à l'école. Ces noms-là, on ne le saura plus dès que l'enfant est à l'école. D'accord. Voilà, donc c'est des petits noms pour s'amuser là à la maison. Cependant, en famille, ça cale, professeur. Non, ça ne peut pas caler parce que le nom usuel n'est pas le petit nom, Georgette. D'accord. Le nom usuel, c'est le nom que tout le monde connaît à partir de ta sociabilisation. Le petit nom, c'est un petit cadre de famille, bon, qui fait effet, d'accord, dans la famille, peut-être de tes tutelles surtout, et tout ça là. Mais lorsque tu sors de la famille, tu es une autre personne. Bon, je voulais donc, pour terminer, je voulais donc dire que cessons de donner des noms à nos enfants de manière fantaisiste. Et même, tu as relevé ça en passant, pour conclure, même nos entreprises, ne créons pas les entreprises en l'air. Créons ça comme si vous donnez une naissance à une entité, à une personne morale.
Bon, là, il lui faut un nom, une date de naissance. Et le nom doit aller dans le sens du but à atteindre, c'est-à-dire qu'est-ce que, à travers cette entreprise, vous voulez produire. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglipot. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.